Dans cette vidéo-ci, ainsi que dans les suivantes, nous allons moins nous focaliser sur les traitements, mais revenir plus nous focaliser sur les données. Comme vous le savez, dans un langage de programmation, les données sont représentées par des variables. Et en C++, les variables sont typées. À ce stade du cours, nous avons surtout présenté les types int pour représenter des nombres entiers, le type double pour représenter des grandeurs réelles, puis nous avons aussi évoqué le type bool pour représenter des valeurs de vérité. Ces types int, double, bool, que l'on appelle les types élémentaires, servent à représenter des données simples du monde comme des dimensions, des sommes, des expressions logiques. Mais comment faire pour des données plus complexes, plus structurées? Comment sont par exemple représentés dans le programme qui gère le cours que vous êtes en train de regarder les âges des différents étudiants? Un autre exemple, si on avait un programme qui doit gérer des statistiques sur la population, comment seraient représentées ces statistiques? Comment seraient représentés ce que l'on appelle donc des tableaux? Ou, dans le cas des statistiques, comment serait même représentée une personne dans ce programme? C'est ce qu'on appelle une structure de données. Ou même, comment représenteriez-vous simplement le nom d'une de ces personnes? Avec les types que l'on a vus jusqu'à maintenant, vous ne sauriez pas le faire. Cette séquence vidéo va s'intéresser aux tableaux. Nous verrons plus tard dans d'autres séquences vidéo comment représenter les chaînes de caractères et puis comment représenter des structures, comment représenter une ligne dans ce tableau. Mais commençons donc par les tableaux. Supposons que l'on veuille créer un programme de jeu et que l'on ait à gérer donc le score des joueurs. On voudrait par exemple que pour les différents joueurs, on puisse afficher leur score et puis par exemple afficher leur écart au score moyen. Comment procéderions-nous? Commençons modestement par nous intéresser à un programme qui aurait 2 joueurs. Donc ce que l'on ferait, bien sûr, c'est que l'on introduirait une variable de score pour chacun des 2 joueurs. Donc disons typiquement que les scores sont ici des entiers, que l'on initialiserait avec une certaine fonction ici, avec l'appel, le retour de l'appel d'une certaine fonction qui calcule le score. Donc on ferait le calcul du score comme ceci pour le premier joueur, le calcul du score pour le deuxième joueur avec les paramètres associés au deuxième joueur. Et puis ensuite, donc comme on veut l'écart à la moyenne, on va calculer la moyenne des 2 joueurs en utilisant donc la fonction moyenne que l'on avait déjà illustrée dans des vidéos précédentes qui prendrait les scores de nos 2 joueurs. Ceci, on le stockerait donc dans une variable moyenne joueur de type entier. Et puis enfin, on pourrait donc par exemple afficher le tableau des scores en affichant le premier score et l'écart à la moyenne et en affichant ensuite le deuxième score et son écart à la moyenne. 2 joueurs, c'est déjà pas mal, mais la question c'est comment pourrions-nous améliorer notre programme pour passer à plusieurs joueurs? Il suffirait pour cela simplement d'utiliser plusieurs variables. Donc par exemple, si on voulait passer à 5 joueurs, on utiliserait alors typiquement 5 scores pour chacun des joueurs. On calculerait le score de chacun des joueurs avec leurs différents paramètres. Puis on calculerait la moyenne de tous ces joueurs en ayant ici cette fois-ci changé la fonction moyenne et en passant les 5 scores à notre nouvelle fonction moyenne. Puis on écrirait comme ça le tableau des scores. Ici, tout bon programmeur, bien sûr, pense tout de suite naturellement à une boucle et va donc modifier cette partie-là du programme pour faire une boucle ici qui va aller du premier joueur au 5e joueur, de 1 en 1 pour tous les joueurs, et puis qui va afficher le score de chacun des joueurs et l'écart à la moyenne pour chacun des joueurs. La question, c'est comment le faire vraiment concrètement, parce que déjà, premièrement, l'écriture comme ceci, score i, du programme précédent, ici, cette écriture n'est pas valable. Score i, c'est la variable qui s'appelle score i, mais ce n'est pas score 1, score 2. Donc ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ensuite, comment on voudrait faire si on passait à 100 000 joueurs? Ça deviendrait très vite fastidieux d'écrire 100 variables, de modifier la fonction moyenne pour prendre 100 paramètres. Donc c'est juste simplement impossible pour un programmeur normal. Enfin, comment faire même si le nombre de joueurs n'est pas connu au départ? Vous ne sauriez pas si vous devez mettre 5 joueurs, 2 joueurs, 10 joueurs. La réponse à toutes ces questions est la même, c'est l'introduction d'un nouveau type, d'un type tableau. Je vous donne juste en guise de préambule la version avec un tableau du programme du score des joueurs, mais bien sûr nous allons détailler tout ceci dans la suite de cette séquence vidéo. Donc on déclarerait
un tableau de joueurs. Ensuite, on ferait ici une boucle. On retrouve donc cette notion de boucle pour calculer le score de chacun des joueurs. Puis, on calculerait ici la moyenne. Cette moyenne pourrait prendre un tableau de score. Et enfin, on aurait donc l'affichage du score final avec ici une boucle for qui parcourrait le tableau. Voyons donc ces différents éléments un par un. Commençons par la notion même de tableau. Un tableau, c'est une collection, un ensemble de valeurs qui ont toutes le même type. On parle de collection homogène pour dire qu'elles ont toutes le même type. Donc par exemple, le tableau des scores qui nous intéressait précédemment, si je prenais ici pour 4 scores, ça serait un tableau qui contient donc ici 4 entiers. J'ai décidé que mes scores étaient entiers. Donc c'est le tableau en question à tous les éléments de même type. Quand est-ce qu'on utilisera donc un tableau dans un programme? Lorsque l'on a besoin d'utiliser plusieurs variables de même type, comme par exemple les scores de notre exemple de jeu avec les joueurs. En C++, on peut faire des tableaux de n'importe quel type, des tableaux d'entiers, des tableaux de double, on peut faire des tableaux de n'importe quel type à disposition, des tableaux de boules et même, une fois qu'on aura donc ce nouveau type tableau, des tableaux de tableaux. Il existe de façon très générale 4 sortes de tableaux en fonction de 2 questions. Est-ce qu'on connaît avant d'utiliser le tableau, au moment où on écrit le programme, la taille du tableau à utiliser, oui ou non? Et est-ce que cette taille, une fois connue, peut varier ou est fixée? Examinons les différents cas tour à tour. Commençons par le cas où la taille n'est pas connue au moment où j'écris le programme et où la taille peut varier lorsque le programme se déroule. C'est typiquement l'exemple de l'ensemble des âges des étudiants qui suivent ce cours. Au début, j'ai aucune idée de combien d'étudiants vont être présents à ce cours. Et puis ensuite, à un moment donné, quand j'ai le tableau de tous les âges des étudiants à ce cours, on peut très bien avoir des étudiants qui se réinscrivent et donc rajouter des âges, ou malheureusement, on peut aussi avoir des étudiants qui quittent le cours et donc avoir des âges qui disparaissent. Donc on a ici le cas où la taille peut varier et elle n'est pas connue au préalable. Illustrons maintenant juste l'extrême inverse, où on suppose que la taille est connue a priori et qu'elle ne peut pas évoluer. C'est typiquement, si vous voulez faire un programme d'algèbre linéaire, si vous avez un vecteur qui est en 2D, vous savez qu'un vecteur en 2D, il a 2 coordonnées tout le temps, et donc ce sera tout le temps un tableau avec 2 nombres représentant les coordonnées x et y. La taille est connue a priori, elle vaut 2, et la taille ne changera pas, elle vaudra toujours 2. Pour le cas où la taille n'est pas connue au départ, mais une fois fixée, la taille n'évolue pas, on pourrait prendre l'exemple d'un jeu à nombre fixé de joueurs. On ne connaît pas au début combien on va avoir de joueurs, s'il y a 3 personnes qui vont participer au jeu ou 10 personnes, mais une fois que le nombre de joueurs est fixé, il est fixé, on n'a plus le droit de le varier. Donc ici, la taille n'est pas connue au départ, mais une fois qu'elle est connue, à ce moment-là, elle ne peut plus évoluer pendant que le programme se déroule. Enfin, le dernier cas, le cas peut-être un petit peu plus rare et plus difficile à illustrer, c'est le cas où on connaît effectivement la taille a priori au moment où on écrit le programme, mais où cette taille peut quand même varier. Ça serait typiquement si on voulait faire un programme qui stocke des statistiques pour, par exemple, le nombre de cantons dans un pays. C'est quelque chose qu'on connaît. Au départ, on a 26 cantons. Et puis peut-être un jour, il y a un canton de plus qui se créera où 2 cantons vont fusionner et donc le nombre diminuerait. C'est un cas un petit peu limite et j'avoue que effectivement, ce cas-là est beaucoup plus rare. 2 remarques complémentaires, enfin, pour conclure sur ce tableau. Remarquez d'abord que si on sait faire des tableaux à taille non fixée et qui peut varier, alors on peut évidemment avec ces tableaux faire tous les autres. Ça, c'est une première remarque. Et puis ensuite, deuxième remarque, c'est que pratiquement aucun langage de programmation n'offre les 4 variantes. D'ailleurs, en C++, on n'a que 2 types de tableaux qui sont représentés. On va avoir ce qu'on appelle les tableaux dynamiques, représentés par le type vector, et puis les tableaux, ce qu'on appelle statiques ou de taille fixe, qui sont depuis C++ 2011 représentés avec le type array ou alors avec un ancien type qui est hérité de l'ancêtre du C++, qu'on appelle le C, donc les tableaux à la C.